Je vais donc laisser la parole à Marc Salomon qui me dit qu'il va au peloton d'exécution avec le sourire, un peu plus tôt que prévu, je le remercie. Donc Marc va nous parler du système de direction aléatoire et puis plus largement des expériences et des échanges qu'il a pu avoir avec François Terrasson dans la perception du territoire et l'exploration du territoire. Il a été compagnon de route de François Terrasson et a partagé pas mal de ses balades. Voilà. Bon. Alors, il faudrait que je commence depuis le début. Bon, alors, voilà. Au départ, ça a commencé par une espèce de galéjade ou de plaisanterie, parce que François Terrasson, en fait, je le voyais très souvent. J'étais donc en mammifères et oiseaux, donc c'est là où j'ai fait ma thèse. J'avais l'espoir, disons, d'intégrer le muséum à l'époque, mais ça n'a pas marché. Et puis, donc, je me suis retrouvé à Rennes. Et puis maintenant, je suis à Jussieu. Et il se fait finalement que j'ai dérivé vers un peu autre chose que ce que j'ai fait au départ. Ce que je faisais donc au muséum, c'est que j'étais en ornithologie et je m'intéressais à des problèmes d'évolution touchant des petits passereaux que j'allais regarder dans la nature, pas très loin. Donc je ne suis pas tropicaliste. J'ai fait ça dans le Pays basque, français et espagnol, mais ça ne m'a pas empêché, disons, de me balader jusqu'en Andalousie, en Belgique, et j'aurais voulu aller en Scandinavie, parce que là, il y avait des choses assez intéressantes à voir, mais je n'ai pas eu le temps, puisqu'entre-temps, finalement, ma carrière m'a rattrapé et m'a dirigé ailleurs. Bon, alors c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré, très souvent à la cantine, non seulement François Terrasson, mais les deux intervenantes que vous avez entendues. Donc ce sont des connaissances très intimes, si on peut dire. Enfin, pas si intimes que ça, mais enfin, sur un plan professionnel, j'entends. Ah oui, non mais d'accord. Mais ça, c'est ma Françoise qui vit tous les jours avec moi, pour le meilleur et pour le pire. Bon. Bien, alors, dans le cadre de la cantine, j'avais parlé de système de direction aléatoire, parce qu'avec François, on a parlé très sérieusement quel est le meilleur moyen d'explorer un territoire et de voir des choses en essayant d'être le moins biaisé possible, sachant finalement qu'on est influencé par le territoire où on est né, on a tous, disons, des amours et des détestations qui ont fait finalement que on n'est pas très objectif quand on croit que par hasard, on essaie, disons, de ratisser tout un territoire pour essayer de voir les choses qui sont importantes. Eh bien, on est quand même influent. Il y a des endroits où on a plus de dégoût d'aller que dans d'autres endroits, ou plus d'amour que dans d'autres endroits, et on risque de ne pas voir des choses qui sont importantes simplement parce qu'on n'aime pas y aller. Et alors, moi, je lui dis, mais pourquoi ne pas envisager un système de direction aléatoire? Alors, évidemment, c'est un oxymore. Parce que si on va quelque part, c'est que finalement, on s'y dirige. Alors, aléatoire, pourquoi aléatoire? Alors, justement, Terrasson m'a dit la chose suivante. On peut aller d'un endroit à un autre, soit en conduisant un véhicule, comme une voiture, une route toute droite. On veut, par exemple, aller de Paris à Fontainebleau. Eh bien, on suit les panneaux jusqu'à ce qu'on atteigne Fontainebleau. Mais on peut également imaginer qu'on quitte un port et qu'on va aller dans une île et que, avec un bateau à voile, et le bateau à voile, bien sûr, subit le vent, ce qui fait qu'on a beau avoir une boussole pour essayer de se diriger vers l'île en question, on met parfois beaucoup de temps parce que le vent vous pousse un petit peu à gauche, un petit peu à droite, vous fait reculer, vous fait avancer. Et voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Cela veut dire que si on veut étudier un phénomène d'impact de l'homme sur la nature, eh bien, c'est un peu comme un marin qui navigue sur un frêle esquif doté d'une voile qu'il faut le faire. Ce qui fait finalement que, bien sûr, on a une propension à suivre une certaine direction, on a un tropisme, mais il faut, disons, zigzaguer, tout en gardant le cap, mais pas trop. Et c'est un petit peu ce que l'on a fait dans un voyage en Beauce, entre autres. C'est justement ça qui m'a frappé, puisque c'était le dernier contact que j'ai eu avec François. C'est un voyage dans un paysage assez moche, parce que la Beauce, c'est pas très joli. La Beauce, c'est des champs à perte de vue. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait une partie qui n'a pas été trop démolie par l'agrobusiness. C'était toutes les vallées où il y avait encore des forêts, où se nichaient quelques propriétés, quelques châteaux, souvent, disons, défense d'entrée, mais on y allait quand même.
tout en étant extrêmement discret. On a vu de très très belles choses. Et c'est là où on voit des phénomènes de rurbanisation s'installer. C'est-à-dire que la banlieue s'installe non pas au détriment, ou très peu au détriment des champs, mais beaucoup au détriment de ce qui n'avait pas été démoli par les néo-bosserons, par la FNSEA depuis la Seconde Guerre mondiale ou des années 50 ou 60. Je ne sais pas quand la FNSEA a commencé à sévir. Et ce que l'on voyait, c'est une espèce, disons, d'anastomose entre la banlieue parisienne et la banlieue orléanaise. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'on voit des endroits où les gens vivent, apparemment, mais sans aucun commerce. Et ce que l'on voit, c'est que on passe à travers, disons, des petites villes et des villages où tout d'un coup, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de café, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Par endroits ici, bon, les gens y vivent, il y a par endroits des supermarchés, genre les Trois Mousquetaires, un décor vraiment relativement vide, et ce sont des rurbains, je ne sais pas si on peut appeler ça, disons, des citadins ou des ruraux qui ont abandonné la campagne, qui s'installent là. Peut-être un mélange des deux. C'est une espèce de zone neutre qui se fait au détriment de la ville et au détriment de la campagne, avec une extension donc de la banlieue d'Orléans et de la banlieue parisienne. Et alors, on s'est guidé un petit peu on regardait la carte parce que François, il voulait quand même... Il faisait une espèce, disons, de traversée qui allait un peu vers le sud, vers le sud-ouest, parce qu'il n'aimait pas trop le nord, il n'aimait pas trop l'est, il avait un certain tropisme plutôt vers le Berry et puis vers le Bourbonnais et ces coins-là, mais en même temps, parce que c'est des zones qu'il connaissait assez bien, et ce qui l'intéressait, c'était de voir finalement comment la ville s'étendait, le phénomène de rurbanisation qui s'est malheureusement beaucoup développé depuis la mort de François, et c'est ça que j'ai vu avec lui. Alors, la SDA, ça consistait de manière pratique à dire, voilà, là il y a un bosquet qui semble assez sympathique, eh bien on va quitter l'endroit. Alors on faisait tout ça à pied pour pouvoir, parce qu'il y a plusieurs façons, disons, de se déplacer, disons, au niveau de la nature. Il n'était pas contre la voiture. Bon, c'était pas un écolo pur et dur, c'était un écolo qui était très souple, disons, et très ouvert d'esprit. Il disait les progrès techniques, c'est relativement commode, autant les utiliser, mais c'est une question d'échelle. Ce qu'on voit en voiture, ce n'est pas la même chose que ce que l'on voit à pied, et ce n'est pas non plus la même chose que ce qu'on voit en vélo. Alors la voiture, ça nous permettait, de manière commode, d'atteindre un certain point. On lâchait la voiture, et c'est pour ça qu'il lui fallait un chauffeur. Et donc un esclave qui conduisait la voiture, lui conduisait pas, bien qu'il avait son permis de conduire. On mettait la voiture à un endroit, on allait marcher pendant 2-3 kilomètres. C'était un circuit finalement où on papillonnait, et on revenait vers la voiture, souvent finalement en traversant les champs, souvent en prenant un sentier, souvent finalement en restant sur la route, enfin ça dépendait. C'était en fonction de ce que moi je voyais, de ce que lui il voyait, et puis surtout on avait des discussions philosophiques sur tous les sujets, tout en faisant notre balade, tout en étant tout à fait attentif à ce que l'on voyait. On se décrochait également de ce que l'on voyait par des conversations intérieures, et ça touchait finalement sur la conception de la nature, bien sûr, parce qu'on en parlait beaucoup, mais pas uniquement. On pouvait aussi bien discuter, disons, de la politique, du Moyen-Orient, de n'importe quoi, des filles, de la nourriture. Voilà. Et c'était riche d'enrichissement parce qu'on avait l'impression qu'à la fin de la journée, après, ou du week-end, parce que parfois ça nous arrivait de partir 2 jours, on avait quand même appris pas mal de choses, quand même sur le terrain, tout en faisant ça de façon assez ludique et agréable. Voilà, je ne sais pas finalement... Je pense à... en fait, la construction des enchaînements du colloque aujourd'hui, à l'origine, et il y a eu quelques désistements, mais à l'origine était basé sur le travail, l'essai biographique de Jean-Claude Génaud, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, il y a un chapitre qui évoque ce sujet-là, on en a discuté ensemble. François Terrasson a aussi beaucoup voyagé à l'étranger, et il faisait, dans un de ses écrits, il fait le même constat pour le Japon, où d'une grande ville à une autre, dans le sud de Honshu, on se retrouve vraiment en anastomose, comme tu dis, en contact entre 2 mégalopoles qui se développent.
on fait le même constat partout. Là, professionnellement, j'ai souvent des échanges à faire entre Paris et Reims, Paris et Lille, les 2 lignes TGV. Alors, on est très confortablement installé dans son siège à 310 km/h. Fièrement, maintenant, il y a un affichage qui vous donne la vitesse. Et puis, on est devant un paysage mort, des grandes plaines. Bon, voilà, on sait bien que ce n'est pas la nature telle qu'on peut l'espérer. Je me demande ce que François pourrait dire de ça, en fait, en voyageant en TGV, en constatant que d'un côté, entre Paris et Lille, vraiment, c'est la ville qui mord progressivement le territoire. Et puis ensuite, sinon, c'est la race campagne des plaines de production qu'on connaît dans beaucoup d'endroits maintenant. Bien sûr. Il en parle dans un de ses sketchs, les désenclavés. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il voulait, sur le terrain, trouver un système permettant de décrire la chose, et je pense qu'il aurait voulu écrire certainement un ouvrage là-dessus, ou une série d'articles, et la mort l'a rattrapé, et puis il n'a pas été plus loin. On ne savait pas où on allait, sauf qu'on voyait qu'il y avait un tropisme vers le sud-sud-ouest, et puis on espérait aller jusqu'au dans les Pyrénées, voire en Espagne. Mais on est allé jusqu'à Blois, et puis là, peu de temps après, il est tombé malade, et on n'a pas dépassé Blois. Enfin, en gros, c'était ça la dernière petite aventure, si on peut appeler ça une aventure, que j'ai eue avec François. Oui. Est-ce que vous avez pris des notes après? Est-ce que vous avez enregistré d'une façon ou d'une autre ces expériences? Alors justement, non. Alors c'est vrai que j'aurais pu le faire, mais François avait dit la chose suivante. Il avait une mémoire d'éléphant. Il avait dit, mais c'est pas la peine de prendre un carnet. Je vais me rappeler de tout ça et je vais le noter. Alors je ne sais pas si effectivement il l'a fait. Et donc ça, il faudrait demander ça à Marie-Claude Terrasson pour savoir si effectivement il a pris des notes ou finalement si la maladie l'a rattrapé avant et qu'il ne l'a pas fait. Et donc, en fait, c'est un témoignage. Peut-être que finalement, c'est parti en fumée et que son idée, finalement, est restée lettre morte, en quelque sorte. Mais peut-être qu'il a quand même fait certaines notes sur ce genre d'approche ou de démarche. Je ne sais pas comment appeler ça. Voilà, malheureusement, je peux pas dire tellement plus de choses là-dessus. Il y a une question ici. Pardon pour les autres intervenants, mais moi, ce que je viens d'entendre ces 10 dernières minutes, là, c'est le plus génial de tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Ah ouais, ce que vous venez de dire, c'est fabuleux. Et autant sur le fond que sur la forme, c'est ça que j'adore. Et sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire partir on ne sait pas où, et décrire quand même tout ce que vous venez de faire. Enfin là, je viens de passer 10 minutes, génial. Merci. On n'a pas payé ce monsieur.